Bonjour tout le monde. Mon nom, je m'appelle Hussein. Mes pronoms sont elle, elle et elle. Et nous sommes le partenariat pour la santé des enfants et des femmes. Ça s'appelle CanWatch. Merci encore une fois de vous joindre à nous. Je vais vous donner le bienvenu tous à cet espace. Et je sais qu'il y a beaucoup d'entre vous qui nous joignent de plusieurs parties du monde. Merci de nous inviter dans vos foyers. Je suis reconnaissant pour les personnes qui protègent la Terre pour permettre à un immigrant comme moi, un établisseur comme moi, de vivre ici, jouer sur le terrain et aussi les sagas. Veuillez, s'il vous plaît, vous rendre compte que cette séance sera enregistrée et sera disponible. Ça me donne un grand honneur d'introduire notre modérateur d'aujourd'hui qui s'appelle Danny Glenwright. Danny Glenwright est le PDG de l'Action contre la faim Canada. C'est une organisation de développement et internationale qui lutte contre la faim et il est aussi l'éditeur ou le rédacteur en chef pour les praticiens et des souteneurs aussi qui sont dans le secteur non de but non lucratif. Il offre aussi son expertise en partie de la comité de conseil de CanWatch. Par rapport à la formation, Danny a plus de 15 ans d'expérience sur les secteurs d'organisation au but non lucratif. Il a travaillé dans plusieurs de 60 pays. Il a aussi été rédacteur de Extra Magazine Extra à Toronto. Il a aussi été un journaliste pour les droits humains. Il a aussi travaillé sur les questions. Nous sommes très ravis de vous avoir ici, Danny, avec nous. Merci beaucoup. En tant que rédacteur avant, j'aurais dû recouper mon biographie là, c'est trop. Merci beaucoup pour le bienvenu. J'étais en train de me demander, pendant que vous parliez sur tout le monde qui était assis chez eux, il y était une fois quand vous y étiez nerveux sur quelque chose comme ça, vous imaginez tout simplement que le membre du public serait là dans les sous-vêtements. Et maintenant, en fait, vous pouvez être vraiment dans votre sous-vêtement. Maintenant, je ne sais pas ce qu'on devrait imaginer si on est à des nerfs. Je crois que c'est important à tout le monde qui est là sur cet appel, surtout à moi. L'épreuve des données de genre, comment avoir ces histoires dans les nouvelles, les actualités. J'ai un feu derrière moi, donc j'ai mis l'action contre le logo, mais peut-être j'aimerais vous présenter à nos intervenants. Taryn Russell, c'est le chef de la politique et l'action de l'aide à l'enfance au Canada. Sur les campagnes de justice de Réseau de Canada, elle travaille sur les affaires internationales et les relations parlementaires. Elle a été Anne-Paul qui travaille avec le développement. J'aimerais vous présenter mon ami et un ancien collègue qui est aussi un journaliste et un formateur de médias. Il travaille actuellement sur un programme à Kenya. Mustapha a travaillé pour la BBC en Sierra Leone en tant que producteur et comme un mentor sur la radio et formateur. Et en 2014 et 2015, il a couvert la Kabula Breakout en Kenya, que je vais lui poser des questions là-dessus. Mustapha, son travail apparu dans le BBC et le Nouveau Internationaliste. Et finalement, Jill Doctorow est le PDG de la Fédération du Canada sur l'avortement national. Elle est dans le profit de non-lucratif lucratif. Elle est concentrée sur les droits sexuels et reproductifs et aussi en tant que directeur canadien sur la Fédération nationale de l'avortement et aussi pour directer le Elizabeth Bag Clinic, qui est une institution qui fournit des besoins d'avortement. Jill aussi travaille dans les Asian Society. Pour mettre le contexte, nous voilà aujourd'hui à un moment parler sur la santé globale quand vraiment c'est pas difficile d'avoir réussir le global santé dans les, les titres de les actualités. Mais nous sommes en train de regarder les titres en disant que le contrôle des maladies infectieuses prennent des informations sur la santé publique et sur ce qu'ils publient. Donc, nous vivons dans une période très intéressante et je crois qu'à cause du COVID et ce qui se passe dans le monde, le Canada a une bonne façon, l'épreuve de raconter des histoires basées sur
Juste pour vous raconter que cette discussion aujourd'hui se passe dans le 3e semaine de la genre d'égalité des genres qui est jusqu'au 26 décembre. L'idée, le but est de sensibiliser sur l'égalité des genres et reconnaître des contributions des organisations et comme des autres qui travaillent au Canada pour sensibiliser sur les droits de l'égalité et aussi pour continuer à lutter pour adresser la disparité entre les genres et aussi ici et au Canada et partout dans le monde. L'égalité des genres, la semaine de travail sur l'égalité des genres est de Bill C3 en 2018. Cela met ensemble plusieurs acteurs de la part des têtes d'État, des chefs d'État dans le secteur privé, etc., pour tenter de l'anniversaire de la déclaration de Beijing et aussi l'année prochaine dans les forums et aussi dans le travail contenu pour faire réaliser l'agenda de 2020. Et comme partie de cela, nous allons regarder les données d'aujourd'hui. Dans la discussion, nous voulons parler comment nous pouvons faire changer le focus sur les preuves en relation avec les genres. Nous allons dire que nous allons user interchangeablement les mots données et preuves. Je n'ai pas une préférence pour les deux. Quand je pratiquais avec cela, il y avait un lien Slido qui se passait. Nous voulons faire cela, mettre ça sur la discussion pour discuter de, pour vous, quel est l'ingrédient essentiel sur la raconter des histoires? Nous aimerions attendre la part des participants et donc vous pouvez donner toutes les questions vers vous. Aujourd'hui, il y a un lien Slido que nous aimerions bien que vous regardez dans le boîte de chat et cela vous amène dans votre navigateur. Quelles sont les questions, la question, quels sont les ingrédients essentiels à une bonne façon de raconter des histoires? Si vous êtes capable de rentrer sur le nuage des idées, les mots qui vous sortent à la tête, il y aura un nuage de mots. Avec ça, je vous donne quelques instants, des secondes en fait. Donc, vous seriez tous en train de rentrer les mots, ce que vous trouvez, et j'ai hâte de vous montrer ce que nous découvrons ici. Vous voyez tous mon écran? Et vous voyez le nuage de mots, des mots généreux, là? Oui, oui, nous le voyons tous et je vois aussi les personnes, la voix, les relations qui sont grands. Un visuel centré sur les personnes, la passion, l'humanité, les mots qui sortent. Un caractère relationnel, ce que va discuter aujourd'hui, c'est un hook. Une connaissance de votre public. Et nous pouvons laisser cela là. Oui, c'est fait. Les gens ont compris quoi faire. Cela veut dire que nous pouvons juste vraiment rentrer dans le fond en détail de ces questions-là. C'est un très bon début, excellent. Très bien, avec cela, je crois que c'est des mots que nous allons employer plusieurs fois aujourd'hui. Je vais rentrer sur le panel et pour commencer avec sans mentionner le COVID, nous vivons dans un monde qui est plus dur que jamais pour faire concentrer les journalistes sur les histoires de la santé, pour faire intéresser le public sur les histoires de public et pour donner des intérêts sur les intérêts que nous générons. J'aimerais savoir, de votre part, comment pensez-vous que nous pouvons développer un intérêt contenu dans les histoires sur la santé des femmes et des questions internationales? Je vais commencer avec vous. Bonjour tout le monde. Donc, je suis en face d'un feu de foyer, mais il n'est pas allumé. Mais merci de m'avoir en fait sur le panel. C'est fantastique. Et oui, parce qu'effectivement, on peut se référer au Slido. Donc, je suis développement de capacité et je suis une défenseur. Si vous êtes nouveau, on essaie juste de faire des changements. Donc, si vous voulez changer une politique, un changement de financement, de développer de la conscientisation, que vous essayez de développer, c'est ce que nous faisons ici comme défenseurs. Donc, si vous êtes de langue de raconter des histoires, c'est une façon
incroyable pour éduquer votre audience, pour prendre l'action. Comme défenseur, on voulait que les gens prennent la conscience, soient conscients, mais aussi on veut que ces personnes-là prennent action sur les choses sur lesquelles vous voulez les conscientiser. Donc, je parle d'une lentille peut-être de comment vous éduquez les gens ou le public. Ça peut être un journaliste, ça peut être une personne qui prend des décisions importantes, mais raconter des histoires, le storytelling, c'est peut-être quelle réflexion que nous avons des succès en tant que défenseurs. Mais notre situation présente avec la pandémie a peut-être nous aider peut-être nous a malheureusement à ralentir. Mais je pense que raconter l'histoire et de se voir à travers l'histoire et c'est plus facile d'avoir des points communs et d'être empathique en fait. Donc, ça nous impacte, la pandémie nous impacte à travers le monde, évidemment, et il y a beaucoup d'inégalités à travers le monde et des aspects régionaux qu'on peut peut-être élever l'expérience des autres, que ce soit au Canada ou dans votre propre pays. Si l'autre élément de ceci, c'est que soutenir, raconter les histoires, essayer de raconter les histoires à succès aussi, vous engagez peut-être donc ici, si vous racontez seulement les négatifs, mais on peut monter aussi les histoires à succès et que le changement arrive et que il y a des progrès, qu'il y a des actions qui sont mises en place et que j'espère que ça donne plus d'éducation sur les problématiques qu'on essaie de les éduquer et que ça va les pousser à prendre plus d'action. Oui, j'ai peut-être lu sur cette problème d'éducation qui arrive au niveau mondial. Je pense que maintenant, je comprends un peu plus et on peut plus aller diriger. Peut-être que tu peux parler, peut-être tweeter sur cette histoire. Donc, les médias, c'est une bonne façon aussi d'engager les gens pour les éduquer, de développer des actions et de faire un peu plus d'impact. Merci. Je vais te retourner aussi dans les histoires que vous racontez en tant que journaliste et quand vous parlez aussi aux journalistes que vous parlez, que vous indiquez, comment vous gardez les histoires vivantes dans les nouvelles et que vous gardez ces histoires intéressantes. Je pense la façon que j'approche les histoires en tant que journaliste, c'est de le regarder d'une perspective humaine, peu importe la situation. Que ce soit de façon d'opérer de l'éducation ou même au niveau de la pandémie qui se passe en ce moment, c'est toujours des humains au cœur de l'histoire. Donc, ce que j'essaie de parler aux journalistes, quand nous avons beaucoup de choses dans notre monde, il y a beaucoup de choses auxquelles tous les gens font face. Comment vous approchez l'histoire, comment vous racontez l'histoire pour soutenir l'intérêt et c'est développer de l'intérêt pour que les gens veuillent en savoir plus, en fait. Donc, de vous montrer le changement aussi. Qu'est-ce qui est nouveau? Parce que, effectivement, c'est ce qui marche en ce moment, c'est qu'est-ce qui est nouveau? C'est comment on peut commencer le changement d'une situation? Est-ce que les données ont changé? Est-ce que cette année, c'était différent de l'année passée, par exemple? Des fois, on parle juste on change juste les dates et on est juste submergé d'informations. Les données sont partout, mais je pense que le plus grand défi, comment nous allons, comment on analyse ces données, comment nous les présentons, ces données. Je pense que c'est un des grands défis. On ne peut pas partager nécessairement les journalistes qui ont toutes les mêmes données. Ça crée c'est des défis pour partager ces données dans tous nos corps de journalistes. Quand j'en parle aux journalistes, comment on défend nos organismes, à qui racontons-nous l'histoire, qui voulons-nous former ou éduquer sur des problématiques différentes. Donc, je pense que pour moi, ce sont des questions, à chaque fois qu'on approche une histoire différente, j'essaie de réfléchir, pourquoi je fais ceci? Pourquoi quelqu'un voudrait écouter cette histoire-là? Et, et ça fait progresser la conversation pour parler d'histoires un peu plus spécifiques, des exemples de comment nous changeons nos approches pour vendre nos histoires
approcher nos histoires. Donc, on essaie que ce que nous racontons en tant que journaliste, que les gens puissent avoir des liens avec ce qu'on raconte. On a beaucoup de données sur le sujet, par exemple, que vous êtes défenseur, que de choisir, d'ouvrir des nouveaux yeux. Quelle est votre perspective là-dessus? Merci beaucoup à vous deux pour de développer vraiment. Je vais peut-être bâtir sur ce que vous avez déjà dit. Ce que nous faisons, ou ce qu'on essaie de, c'est de créer des opportunités. Les gens ont peut-être sentimental ou nostalgique et ils essaient de peut-être rattacher des problèmes à des événements. Il y a beaucoup de dates, des anniversaires, des célébrations. Il y a des dates des dates nationales sur lesquelles on peut s'engager, mais ce sont des opportunités de faire des liens avec des histoires auxquelles les gens peuvent s'identifier. Donc ça, c'est très utile. Merci beaucoup. Donc peut-être pour continuer, peut-être des discussions un peu plus spécifiques sur les données de l'égalité des genres. Dans les dernières années, depuis les politiques d'assistance d'égalité des genres, on parle de plus en plus, même hier, on parlait de l'approche féministe, de comment récupérer de la pandémie de COVID-19. Ça crée un besoin d'avoir des bonnes données correctes et justes. Et un de nos outils dans notre boîte à outils de raconter l'histoire, si vous pouvez nous raconter un peu comment vous avez utilisé ces données de genre, d'égalité des genres dans vos histoires et que vous avez ça a créé de l'apprentissage. Peut-être que je vais commencer avec toi, Gilles. Avec donc le soin d'avortement dans les problématiques de femmes, par exemple. Il y a peut-être un peu de stigmatisation, surtout dans mon domaine, quand la sécurité est un défi. Ce n'est pas aussi fort qu'on voudrait le faire, qu'on voudrait que ce soit. Et c'est difficile de montrer la grande image. Donc, c'est difficile même de partager nos histoires, parce que c'est vraiment une problématique très genrée. Donc, il y a des histoires qui sont relatives aux femmes, qui, par exemple, qui ne sont pas capables d'être enceintes ou de tomber enceintes. Une des choses auxquelles on fait face, c'est quelles sont les histoires qui vont donc émouvoir les gens, mais aussi de faire une histoire assez remplie de pouvoir, en fait, qui soit un bon scénario, si vous voulez, mais qui ne respecte pas nécessairement tout le spectrum de ce qui se passe des soins reliés à l'avortement au Canada. Donc, c'est quelque chose qui est très difficile pour nous de faire cette balance ou cet équilibre, de présenter l'information que les gens pourraient s'identifier, se comprendre et de l'information également pour qui reflète exactement ce dont nous parlons. Donc, je pense que je suis sortie un petit peu de la question, mais c'était bon, c'était parfait. Je ne suis pas surpris, en fait, que je pense que les interprètes nous demandent de ralentir. Donc, imagine tout le monde ils sont assis dans leur salon avec dans leurs vêtements et qu'on parle trop vite. Donc, on parle vite naturellement, mais... Mustapha, dans ton endroit de travail au Kenya, quel est l'avantage ou quels sont les avantages d'avoir des données genrées dans vos histoires et quelles sont peut-être les lacunes de cette façon de faire? La en fait, la raison de faire une histoire pour n'importe quel journaliste, c'est vous prenez soin de certaines problématiques et vous croyez fermement que cette histoire va changer, faire du changement. C'est comme ça que vous traitez l'histoire. Donc, vous pouvez raconter une histoire d'une façon nuancée et de peut-être soulever que les gens pourraient peut-être ne parlent pas assez ou ne parlent pas tout court. Et à ce point dans le temps, je ne suis pas focusée sur ce point-là exactement, mais vous voulez s'assurer que c'est sur leur ordre du jour qu'ils veulent en parler. Donc, ça me rappelle peut-être une histoire tout de suite après la pandémie d'Ebola. Le gouvernement avait des politiques mauvaises qu'ils ont abandonnées
toutes les écoles, en fait. Donc, les politiques, on n'avait pas le droit de s'asseoir dans l'école. C'était émotionnel et sensible comme problème dans ce moment, à ce moment, parce que ils vont toujours trouver des moralistes qui se supportent. C'est le côté du gouvernement. Ce que nous avons fait, ou ce que moi j'ai fait à ce moment-là, pour une histoire, c'était de faire un rapport sur les histoires. C'est pas juste de regarder le gouvernement ou les nouvelles politiques, mais plutôt d'aller un petit peu plus loin et de regarder plutôt les implications, les ramifications de cette politique et quelle est sa signification de diminuer l'éducation. Euh, c'est un droit humain. Donc, en respect de droits humains, donc les conventions, les traités, euh, il y a beaucoup de variétés dans les droits, mais c'est de juste aller un peu plus loin et de parler de peut-être juste l'accès de la conception, que ce soit des conditions sanitaires euh, durant la pandémie d'Ebola, juste on n'avait pas accès ne pouvait pas aller à l'école. Ils sont très jeunes, ils sont très actifs à cet âge. Malheureusement, ils se sont tombés enceintes beaucoup. Donc, s'ils vont pas à l'école, c'est comme un double punition, en fait. On a fait un rapport là-dessus. Ça a reçu beaucoup d'attention et beaucoup de discussions. Et les défenseurs, les organisations défenseurs, on fait de la collaboration avec les journalistes parce que les journalistes ne sont pas nécessairement des défenseurs, ce sont des raconteurs d'histoires. Mais ils ont pris cette histoire et ils ont utilisé pour leur mandat de défenseur et c'est devenu national sur cette problématique. Et donc, ils ont repris cette histoire et 3 ans plus tard, ils ont décidé de prendre le gouvernement à la cour, en fait, de prendre, de rendre le gouvernement imputable pour les actions durant cette pandémie de Ebola, pour changer leur politique, pour leur permettre d'aller à l'école. Donc, c'est l'importance de raconter une histoire. Et ce que nous faisons, et ce que tout le monde est ici, qui sont un journaliste, un défenseur, c'est important parce que l'idée, c'est de changer les façons de penser. L'idée, c'est de faire parler les gens et d'influencer les processus décisionnels. Ça va avoir un impact sur les politiques futures et changer des vies dans le futur. Donc ça, c'est ma façon de penser. Pourquoi je fais ces histoires et pourquoi c'est important. Donc, c'est pour ça que moi aussi, je veux faire partie de ces conversations. Et ça influence les gouvernements, à qui je vais parler, les nuances que je veux donner dans cette conversation. Donc, pour qu'éventuellement, c'est pour que les gens qui sont dans le processus décisionnel de faire cette conversation-là aussi et de faire des changements. Merci. Non, non, on sait aussi que des données, il y a beaucoup de pays où est-ce que les femmes qui sont enceintes ne peuvent pas aller à l'école. On a beaucoup de données dans notre secteur, de problèmes de santé qui sont reliés. Comment vous choisissez quelles données souligner et quelles données vont avoir un impact pour la défendre et les buts, pour rencontrer les buts de notre organisation? C'est une très bonne question. Et excusez-moi les interprètes, je vais tenter de parler plus lentement. J'ai l'impression que c'est peut-être qu'on n'est pas nerveux, mais on est des grands geeks sur nos données. Mais pour votre question, nous avons des grandes lacunes, trous dans les données sur le développement des objectifs de développement et nous avons 200 indicateurs et ça fait 25% que nous pouvons obtenir les données sur le genre que nous pouvons obtenir. Et c'est incroyable, mais en tant que défenseur, dans un secteur, nous adorons les rapports et les rapports et nous en produisons beaucoup. Mais le trou le plus grand là-dessus, c'est d'être stratégique sur la façon que nous allons viser les données que nous obtenons.
Nous avons trouvé une preuve que nous pensons qu'un changement sur la politique des femmes. Nous faisons meilleur travail pour le viser cela sur les acteurs, ainsi que le public pourrait se mobiliser dans un autre public pour faire un cas pour un décideur. Et ça, c'est une chose. Nous devons être plus 5. Et ça, c'est génial. Ce qui a des qualifications dans les données qu'elle écrit. Mais si vous faites un cas, pourquoi que les gens dans un placé plus hautement, il faut mettre plus d'informations, des petites leçons comme une page avec beaucoup, c'est ceux qui font, qui a le temps des décideurs et qu'on en parle de PDG et les membres du Parlement. Il faut vraiment rentrer dans la noix et le message clé. Et de faire un exemple à la dernière question, le pouvoir que le données peut vous donner en tant qu'outil, en tant que défenseur. Si vous avez les bonnes données que cette personne doit avoir, ça vous aide à faire un cas par rapport à l'éducation des filles. Il y a quelques années, Canada était le hôte de J7, le J5, et que les personnes voulaient mettre à l'avant-garde l'éducation des filles. Plus parce qu'en fait, ça a beaucoup d'impact sur plusieurs secteurs, sur la santé, la grossesse, la famille, etc. Donc, je parlais avec beaucoup de décideurs et au public, à la public, en disant que nous allons faire un focus sur l'éducation des femmes, des filles. Et j'ai entendu beaucoup de réticences. Mais est-ce que nous laissons, et les garçons, et est-ce qu'on va les laisser en arrière? Et nous avons un espace tellement grand, pourquoi une éducation sur des filles ne va pas ressonner sur le secteur, mais aussi l'efficacité de cela. Si nous pouvons viser nos interventions, nous allons devoir passer moins d'argent global, nous allons avoir un effet plus important, et ça, c'est des preuves qui aident à ouvrir les yeux des gens et mènent vers la réussite de cet objectif. C'est vraiment... Et de dépenser l'argent pour le faire. Et pas forcément dans les organisations, dans la société civile, que nous mettons assez d'argent dans les équipes de défenseurs de droits et les équipes, ce qui est très important, de travailler ensemble avec les équipes pour traduire toutes les choses qui sont importantes, les données qui sortent. Merci. Je crois que cela nous mène vers une autre question que j'aimerais poser. Ce n'est pas préparé, mais vous pouvez imaginer. C'est l'idée des points d'aveugle dans nos secteurs. Comme j'ai travaillé en tant que journaliste et maintenant que je travaille dans une ONG, je crois que les deux côtés, je veux dire, pas des côtés, les deux groupes luttent pour faire passer leur message à l'autre. Je vais donner un exemple, Mustapha, que vous devez connaître beaucoup en tant que journaliste en Sierra Leone, comme les agents comme nous. Je ne vais pas mettre des noms. Certains vont faire des reportages sur leur réunion de presse, ce qui n'est même pas éthique. Sur l'autre côté, nous savons aussi que les journalistes cherchent des titres et que l'information qui sort de nos ONG n'est pas forcément quelque chose qui a une brillance pour eux. Il y a une espèce de déconnexion avec les exemples que vous venez de donner, mais j'aimerais que vous donniez plus un conseil ou un exemple de là où vous avez pu, Jill, Karen, dans vos cas, vous avez pu avoir le média qui s'intéresse dans l'histoire. Et vous savez, Tara, une page que vous venez de mentionner, une page, d'une façon que ça va attirer l'attention. Ce n'est pas un rapport de plusieurs pages. Et Mustapha, quel est l'exemple de la part du secteur des ONG pour un journaliste qui réussit leur attention sans devoir donner l'attention? Donc, une question, une histoire qui a été livrée d'une façon qui parle à des instincts d'un journaliste. Je crois que c'est une question importante. C'est un défi. Le journalisme s'approche des CSO ou les ONG avec des relations publiques.
Ils veulent juste qu'on fasse notre travail. Donc, si vous voulez que je fasse des relations publiques pour eux, ce n'est pas mon travail de faire des relations publiques. Et ça, c'est parce qu'aussi, il y a une lacune, un trou, la façon de laquelle des CSO donnent des idées aux journalistes. Et cela est présenté d'une façon comme si c'est une relation publique, comme s'il y a un rôle qui est extérieur au journaliste. Mais ça dépend aussi de la profondité du journaliste. Si ce journaliste-là a ses compétences et voir là où il y a une opportunité, ce que je tente de dire ici, il y a deux côtés. Un, le problème de la part de la CSO qui tente de partager un sujet d'intérêt journalistique, mais cela a été présenté d'une façon comme communication, relation publique. Au-delà de ce qui a été présenté, de chercher des opportunités pour que ça soit intéressant pour un autre public. Et comment est-ce qu'on peut faire le pont pour cela? Et je vais parler de mon expérience de travail en Soudan Sud. Ce que j'ai rendu compte, là où quand j'ai travaillé avec des journalistes, c'est qu'il n'y a pas beaucoup de collaboration entre les journalistes et les CSO. Les journalistes en locaux en particulier. En Soudan du Sud, dans les journalistes internationaux, de médias occidentaux, je parle avec des gens dans un camp de réfugiés, dans un campement, une audience internationale. Nous avons décidé qu'une intervention, c'est de ramener les journalistes et les CSO dans la même salle pour discuter de ces questions-là. Et je me suis rendu compte qu'il y a un problème entre les deux. Ils veulent qu'on fasse notre travail. Ce n'est pas notre travail. Parfois, si vous allez envoyer un dossier de presse pour qu'ils puissent lire, vous demandez un permis. Le journaliste peut jouer avec, parler avec des gens sur les questions qui ont été sur le débat. Parfois, non, mais je voulais donner des exemples là où des journalistes sont partis au-delà de prendre une question par un CSO pour raconter une histoire que finalement, c'est important. C'est une histoire importante. Je n'ai pas été très clair sur ma réponse dans la question, mais de mon expérience, il y a les deux côtés sur les programmes. Des personnes qui sont des défenseurs sur comment faire un pitch de journaliste et les journalistes qui ne sont pas aussi enthousiasmistes pour chercher des opportunités et comment faire expandir cette conversation. Et je crois que les gens qui travaillent dans le secteur, c'est quelque chose à toujours être sensible. Si vous devez leur payer pour le faire, ils ne s'intéressent pas à ce que vous dites. Donc, la question, c'est que comment leur faire intéresser en ce que vous avez à dire. Oui. Et si vous leur payez, ce qui est passé avec le dossier de presse, cela repasse dans les journaux et tout le monde sait que c'est un dossier de presse et donc ils ne le relisent pas. La même question au Canada avec des nuances ou pas? Quelle est votre expérience? Je crois que ce que je vois dans les médias, dans la société civile, est assez bon pour répondre à des questions de médias. Ils sont vus comme des experts et nous leur voyons en tant qu'être codifiés dans des histoires en relation avec un événement. Mais une des choses que nous pourrions faire mieux, c'est de mettre plus de temps à la recherche des opportunités, que nous avons une très bonne opportunité pour prendre avantage cette année. C'était le 5e anniversaire de l'avortement, des soins d'avortement, qui cherchaient de l'avortement sûr et accessible. Nous voulions souligner ce qui était en train de passer en ce moment et c'était les défis contenus sur le besoin de recevoir ces soins-là. Nous avons pu faire un op-ed sur les droits sexuels et
reproductif et nous l'avons envoyé à certains contacts médias que nous avons. Le mettre ensemble avec cette 50e anniversaire, et ce n'est pas un pareillage, mais c'est un hook. Il y avait un intérêt. J'ai eu une autre expérience dans l'année plus tard où nous voulions faire sortir cette histoire. C'était une audience. Il y a moins de demandes pour les soins d'avortement dans certaines régions du Canada et il y avait une question que c'était aussi dans les régions qui étaient plus affectées par COVID et ils pensaient que peut-être les gens n'étaient pas au courant que les institutions étaient toujours ouvertes et que de prendre des précautions pour accéder à des soins. Nous avons tenté de faire sortir cette histoire dans les médias avec nos contacts et personne d'entre vous l'a vu parce que nous n'avons pas eu une réussite. Ça n'a pas été une réussite. Donc, c'est intéressant de considérer les autres choses qui sont en train de se passer dans le monde et est-ce qu'il y a une façon de laquelle que nous pouvons faire un paquet où on faire un beau paquet de notre paquet avec un lien avec d'autres choses qui se passent ou montrer des journalistes que c'est quelque chose qui est important et que peut faire la concurrence aux autres histoires et développer ses contacts avec le média qui s'intéresse de recevoir des histoires plus complètes. L'avantage, je crois qu'il n'y a aucune balle en argentée. Je tente des choses tout le temps parce qu'on ne sait jamais ce qui va tirer l'attention. Mais Terry, dans votre travail, qu'est-ce qui a marché pour vous ou qu'est-ce qui n'a pas marché? Oui, c'est difficile. Je crois qu'en termes de regarder en façon proactive, réactif, nous visons très haut, disons le Golden Mail, le Star, et toutes les choses que nous voulons voir sont des questions de débat, mais il y a beaucoup d'impact et d'opportunités, que ce soit dans les journaux communautaires, si cela est engageant pour les Canadiens, si cela encourage, really, il y a un lieu pour le faire et donc nous pourrions construire des meilleures relations avec les journalistes. Comme disait Mustapha, je crois que parfois, nous n'avons pas une capacité pour faire un engagement avec les médias. C'est des compétences qui ne sont pas forcément les premières choses à cause des priorités, mais en plus, mais aussi avec les décideurs, les ministères, par exemple. Toutes les lettres au rédacteur sont là et sont sur le bureau, ils les lisent, c'est des choses qu'on peut faire et pas uniquement penser à engager ou faire participer les médias. Un des aspects intéressants, c'est plus facile de placer des histoires négatives au lieu des positives. Et en tant que développeur pratiquant, vous tentez de raconter l'histoire, mais vous ne voulez pas raconter une histoire toujours d'un seul côté et négatif. Comment vous allez faire passer une histoire qui a un peu côté négatif, mais même un côté positif, si les choses ont passé? C'est difficile de mettre un positif sur certaines histoires. C'est une autre notion que je trouve en tant que défenseur. Oui. C'est un point récurrent, effectivement. C'est pas juste les médias, il y a des histoires négatives, évidemment, qui sont mises de l'avant, qui malheureusement ne reflètent pas les problématiques ou la façon dont on voudrait qu'ils soient partagés, mais peut-être que notre formation cible pour les gouvernements, pour les gens qui font les finances et les fonds, ça peut malheureusement nous empêcher de faire notre travail de la bonne façon. Donc, vous avez mentionné aussi plusieurs médias qui ont travaillé avec notre communauté. Si on peut garder le sujet de les bonnes histoires, les bons récits et les récits positifs et qui offrent des solutions ou des façons d'aller de l'avant pour nos communautés locales, comment on peut avoir des histoires de santé globale qui aident les communautés, que ce soit sur le travail sur le terrain ou des récits qui, par exemple, vont aider un partenaire ou un actionnaire pour pousser l'agenda féministe et mettre au défi les défis de genre, les normes de genre, les histoires qui résonnent différentes pour les communautés. Je pense que les médias, surtout dans les pays en développement, c'est comme très communautaire. La santé globale est importante. Donc, ces histoires, comment vous pouvez les mettre de l'avant?
le plus important que j'utiliserais de cette façon-là, c'est de la contextualisation. Des problématiques différentes vont affecter des gens différemment, dépendamment de leur partie du monde d'où les histoires viennent. Mais je vais toujours me demander comment on peut rendre cette histoire intéressante pour refléter l'expérience des gens auxquels nous nous adressons. Ça serait pour aider problématiques d'aider les femmes en politique, par exemple. Ça peut être une problématique d'avortement. Nous savons tous euh, que les corps religieux sont importants aussi dans nos sujets. Ils peuvent avoir des influences. Donc, de les mettre en contexte, de ne pas les avoir nécessairement sur nos plateformes. Je me rappelle d'avoir eu une conversation avec où on parlait d'avortement avec l'Église catholique. Et le gestionnaire, je pourrais perdre mon travail, disait, je peux perdre mon travail si je parle de ça. Donc, c'est quand la communauté est détenue par l'Église, euh, mais l'Église aussi est basée sur l'aspect communautaire. Donc, s'il ne paye pas certaines taxes, le gouvernement a des façons d'influencer les taxes parce que c'est identifié comme une communauté. On peut avoir cette conversation avec ces corps religieux, mais ne pas avoir ces conversations aussi, c'est important. On ne veut pas dire aux gens quoi faire, de dire va te faire avorter, c'est pas ça qu'on veut dire, c'est juste comment on approche le sujet. Euh, quelles sont les autres implications de ne pas avoir de l'assistance qui permet ça, surtout dans les contextes actuels. C'est un pays qui est en guerre, qui est soumis aux abus, et nous l'avons vu dans les communautés. Je pense que c'est aussi, tout dépend du contexte, et les gens ont toutes des expériences différentes. Donc, on ne parle pas juste à... Tu n'importes pas, tu peux pas importer une idée différente dans votre propre expérience. C'est une expérience qui est locale, qui est vécue dans la communauté, que quelqu'un a une sœur, une personne de leur famille ou un ami qui essaie peut-être de faire un avortement, peut-être par la porte de derrière, malheureusement a perdu sa vie parce que ce n'est pas permis. Donc, euh, d'aller dans les canaux appropriés. Donc, c'est de parler de ces choses-là, des aspects émotionnels, de partager. Parce que nous n'avons pas ça. Euh, on n'a pas ces données correctes. Personne ne peut capturer ces différences parce que malheureusement, ceux qui passent par la porte en arrière pour l'avortement, c'est ce qui arrive. Donc, c'est peut-être de montrer, de commencer le changement. Mais potentiellement, si on peut avoir ces données-là, ça peut offrir aux gens de voir, de voir ce qui se passe et ça peut apporter du changement. Donc, c'est mieux d'en parler pour aller de l'avant. Donc, l'importance, l'aspect, c'est de contextualiser ce dont on parle. Donc, la question, par exemple, d'avortement n'est pas définie à un pays. Il y a des pays qui ont déjà des lois en place qui le permettent. Et je pense qu'il y a des nuances à tout ça, évidemment, et des défis, évidemment. Mais comment vous communiquez ceci? Et parce que vous voulez montrer comment ça les affecte, mais vous voulez aussi montrer ils ont le pouvoir de faire le changement. Merci. Donc, vous avez parlé de l'aspect émotionnel dans le contexte local, mais je pense qu'il y a toujours une façon de tourner autour si on parle de contexte économique. Malheureusement, si on regarde comment un problème de santé affecte l'économie, une communauté ou un pays, c'est toujours une façon aussi d'y arriver à ses fins. Donc, on ne parle pas juste des partenaires. Est-ce qu'on peut parler des autres actionnaires importants dans le contexte de votre travail, de votre façon de travailler avec eux? Définitivement, donc, quelques façons que nous avons pour leur parler, c'est à travers les médias ou à travers des campagnes aussi. Et une des choses qu'on essaie de faire, c'est juste le public général, de les toucher. Dans ma situation, on est sur les choix qui sont anti-choix. Ce qu'on essaie, c'est de peut-être
enseigner les Canadiens qui sont peut-être silencieusement pro-choix, peut-être les engager un peu plus, d'engager leur niveau de gouvernement plus local ou provincial, pour les aider à identifier peut-être les choses qui se passent. Un autre groupe peut-être d'actionnaires qu'on essaie d'accrocher, ce sont le financement, donc les donateurs individuels et les agences euh, pour continuer le bon travail que nous faisons avec des donateurs. Donc, ce sont trois groupes différents. Les médias. Est-ce que les médias peuvent faire comme mettre des choses à l'attention des donateurs? On a besoin de prendre une approche différente, même si le groupe peut nous apporter des donateurs, mais on peut aller cas par cas. On veut s'assurer d'avoir un vrai portrait réel de ce qui se passe, mais des fois c'est trop. Donc, peut-être donner l'exemple, c'est peut-être juste une page, des fois trop d'informations. Va être, en fait, ça va être en fait l'effet contraire que pas assez d'informations. Je vais peut-être bouger un petit peu. Donc, ça fait 6 mois qu'on est en pandémie et si on veut changer un peu les choses du cas par cas, on a utilisé le mot pivot depuis plusieurs mois. Je vais demander deux choses. En termes de faire des récits, si vous utilisez les données, comment vous allez pouvoir changer en fait les choses que vous faites? Je sais que vous regardez l'écran, parce que vous regardez un écran, comment vous pouvez changer un peu la défense et votre conscientisation et votre vulgarisation d'informations aux gens, aux journalistes et aux donateurs pour les sensibiliser. Je pense au pivot. Donc, d'essayer de peut-être, pour ceux, ça me fait toujours penser à ceux qui mettent les meubles au plafond. Une des choses les plus importantes par rapport aux défenseurs, aux défenses, c'est de construire des relations en personne, d'être capable de s'identifier les uns aux autres, de raconter des défis. C'est pas nécessairement des points. C'est vraiment difficile d'engager les gens dans la défense juste par une conférence Zoom, surtout quand on parle des évidences qui sont des numéros, des chiffres, de la qualité, du quantitatif, mais d'écouter aussi les récits des gens. On essaie aussi de comment nous élevons les voix et les expériences durant la pandémie. Une chose qui a beaucoup marché, c'est une campagne autour de l'éducation et comment l'impact de la pandémie a fait sur l'éducation des enfants à travers le pays. Donc, on essaie de peut-être les façons uniques qu'on peut présenter cette information. Ce que nous avons fait, on a fait un hangout digital. On a vu les enfants à travers différents pays. On a vu les Canadiens, on a vu dans des camps de réfugiés au Nigeria, pardon, et on a parlé à leurs ministères différents à travers leur pays respectifs pour partager leur expérience et qu'est-ce qu'ils voudraient en termes de processus décisionnel pour le futur durant la pandémie. Donc, ce sont des choses que nous avons peut-être élevé les voix, même si c'est plus difficile en ce moment, pour interagir entre les gens, pour ramasser des informations et faire de la collecte de données et faire des rapports pour inclure des milliers et milliers d'entrevues d'enfants avec les gens qui prennent soin de ces enfants-là et de sentir l'impact de la pandémie. Une des choses qui est un petit peu malheureusement une lacune avec le rapport, c'est que tout est en ligne, donc pas tout le monde a accès en ligne. Donc comment ça peut être assez efficace dans la pandémie de faire ce rapport-là et d'avoir... on a des gens qui ont été marginalisés aussi à cause de ça, malheureusement, donc leurs voix sont toujours continuent à ne pas être entendues. Quelles sont peut-être la deuxième partie de votre question, c'est sur les donateurs, peut-être les autres actionnaires en fait, par exemple les donateurs ou les fondateurs. Encore une fois, tout est sous des digitales et sur des vidéoconférences, mais tout le monde est fatigué et travaille de plus en plus dur et que vous allez faire des choses un peu plus sur mesure, de façon spécifique. Qu'est-ce que vous voulez des donateurs?
et c'est encore plus important que jamais. J'ai fait une blague avant que comment on fait des rapports parce qu'on est tous à la maison et c'est la chose la plus facile qu'on peut faire. Comme défenseur d'une organisation, c'est de faire ces rapports. Mais la réflexion avec les donateurs et les fondateurs, c'est de chercher peut-être la qualité plus que la quantité. Si on essaie de tirer le jus de tous ces rapports-là, d'engager les journalistes, les donateurs, le public et tout ça, ça peut être difficile de s'adapter dans l'environnement de COVID. Merci. On est presque à la fin de notre temps. Malheureusement, nous n'avons pas de questions-réponses aujourd'hui, mais je vais juste on ne s'est jamais rencontrés avant cette conversation et je trouve que notre panel, si vous avez une question pressante que vous voulez poser aux autres panélistes, je vais peut-être vous laisser un petit moment, peut-être 2 minutes avant que je puisse terminer. Est-ce qu'il y a une question qui, un d'entre vous peut vous demander à l'autre d'entre vous que vous n'avez peut-être pas eu l'occasion de répondre ou que vous n'aviez peut-être pas eu le moment de répondre? Je vais peut-être commencer avec vous. Rapidement. Je vais vous demander à vous, à Gilles et Tania, si vous voulez parler comment vous rencontrez vos données, comment vous ramassez vos données. C'est difficile des fois on n'a pas... C'est vraiment difficile de désintégrer ou d'analyser les données parce qu'on les reçoit en vrac. Ce que les journalistes veulent, c'est des choses spécifiques, des chiffres spécifiques. C'est pas juste des. C'est pas juste, par exemple, X nombre de personnes n'ont pas accès à des contraceptifs. Des fois, c'est très. Les gens de tel âge, de tel âge, ou des femmes de tel âge, n'ont pas accès à à la contraception. Donc, qu'est-ce que vous prenez en considération dans votre collecte de données? Parce que ça peut peut-être répondre même à ces problématiques des journalistes. Je vais vous l'ouvrir à tous les deux. Donc, oui, je vais répondre. Une des choses qui est un défi le plus grand pour nous, c'est d'avoir des bonnes données. Par exemple, sur les soins autour de l'avortement, on n'a pas ça en ce moment au Canada. Donc, d'utiliser ces données que nous avons et d'essayer de construire le récit autour de ça ou un narratif autour de ça et de montrer où est le besoin, où sont les besoins, quels sont les besoins, les populations plus à risque ou qui ont des plus de barrières. Mais on n'a pas nécessairement les chiffres pour le montrer. Surtout maintenant, pendant la pandémie, les données que nous avons sont avant la pandémie. Donc, comment on peut rendre ça relatif en temps de pandémie, en fait? Donc, ça va peut-être construire sur une question que j'ai. Donc, vas-y, on a peut-être juste 1 minute. Donc, si tu veux poser ta question, vas-y vite. Il y a tellement de focus en ce moment sur la pandémie et c'est peut-être même une compétition avec les donateurs et les gens, l'attention des gens. Si c'est pas focusé sur la pandémie, qu'est-ce que vous faites? Est-ce qu'il y a des façons pour vous de prendre d'autres problématiques et l'utiliser, peu importe les données que vous avez, pour les rendre appropriées en temps de pandémie? Je vais peut-être commencer. C'est que la pandémie impacte tout le monde. Donc, je pense que ça peut être impacté aussi la façon que vous cadrez l'information. On parle aussi de l'impact direct de la pandémie, comment on peut y faire face, et c'est peut-être les impacts secondaires. Ce que nous entendez, c'est que c'est la santé, la nutrition, l'éducation, les violences basées sur le sexe. Il n'y a pas de façon de le cadrer différemment, mais oui, effectivement, sur la collecte de données est vraiment différente et vraiment difficile de façon qualitative. On a essayé de le faire plus que quantitatif. Il y a peut-être une reconnaissance aussi que les impacts secondaires, ça va être partout malheureusement et ça ne va pas s'en aller d'ici 1 an ou 2 malheureusement. Est-ce que vous avez une question? Non, non, je pense il y avait une question. Donc, tes derniers mots et malheureusement, je vais devoir finir. Je vais juste peut-être parler de ce qu'elle disait sur sa question. Je vais retourner à ce que vous avez dit, ce que la pandémie a affecté toutes les facettes de notre société et de nos vies.
un exemple de ça, c'est la désinformation, la mauvaise information qui arrive depuis tellement longtemps. C'est surtout de la lentille politique, à travers c'est ça, la lentille politique, la désinformation, la mauvaise information qui est donnée. euh, Parce que nous, on marche là-dessus en ce moment et on essaie d'engager les journalistes, de s'engager, de donner les vrais faits. Parce que sur toutes les plateformes, la désinformation se répand vraiment très rapidement. Donc, comme toutes ces choses fonctionnent, je voulais parler de la désinformation et la mésinformation aujourd'hui et des données. On n'a pas malheureusement été capable d'en parler. Je suis désolée, 1 heure, c'est jamais assez. Mais je veux vous remercier tous un chacun. Juste peut-être un sommaire. On a eu des ingrédients de narratifs et de récits. Ce sont toujours les mêmes, même dans ces temps de pandémie. Un récit qui est basé sur l'humain, des chiffres, oui, mais des données qualitatives, pas juste quantitatives. Pensez au contexte et assurez-vous que le récit est relatif au contexte. Pensez à tous les actionnaires de l'histoire, pas juste une histoire fit tout le monde. C'est la recette que nous devons garder. Et je pense que la meilleure chose ici, c'est de remettre l'emphase sur tous les outils que nous avons dans notre boîte à outils et de continuer de mettre le temps pour les utiliser, surtout en ces temps où est-ce qu'on en a moins de temps, il me semble. Donc, je veux vous remercier encore une fois de prendre le temps d'avoir cette discussion et c'était une bonne discussion. Merci. Terry Russell de Save the Children et puis Jill sur l'avortement, les droits à l'avortement et Mustapha. And I will hand Est-ce it qu'on back to you, ferme Angie, directement? or do we Oui, non, just merci beaucoup close? tout le monde. Yeah, no, Merci thank you encore all une so fois pour very être là et on much, peut and juste fermer. thank you all for Merci, being bonne here. journée.